Salut les amis et bienvenue dans cette autre vidéo. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui dans notre série de vidéos consacrées à la à la mise en pratique des concepts liés à FortiGate. Donc dans cette vidéo on parle de FortiGate la haute disponibilité. Donc dans la vidéo précédente on a parlé de la haute disponibilité où on a expliqué les concepts clés liés à la haute disponibilité. Euh, les prérequis matériels, le réseau, les interfaces monitorées et heartbeat, le processus électoral lorsque l'option override est désactivée et lorsque l'option override est activée, les types de basculement possibles. Ensuite, dans la précédente vidéo, on a vu les tâches 1, 2 et 3 dans lesquelles on a configuré la haute disponibilité en mode actif-passif pour suivant le schéma-ci. En mode actif-passif sur les deux équipements, on a fait quelques tests. On a simulé le failover, là où on a vu comment déconnecter quelques interfaces pour faire le basculement ou la priorité. On a vérifié sur l'interface de ligne de commande pour voir le nouveau processus électoral après qu'un basculement ait lieu. Donc, on a vérifié également la notion des locks pour comprendre que lorsqu'on a par exemple le basculement, ce n'est pas toutes les données qui sont transférées d'un FortiGate vers l'autre, notamment par exemple des locks. Si vos logs ne sont pas centralisés par exemple sur un FortiAnalyzer, à ce moment-là, lorsque le primaire devient le secondaire ou bien voilà, le FortiGate qui devient le primaire n'a pas nécessairement les informations, par exemple les logs, c'était un exemple qu'on a pris pour les logs, n'a pas forcément les informations de logs concernant tout ce qui était stocké sur le précédent primaire, on va dire comme ça là. Donc on a parcouru tout ceci. On a fait également la tâche 3 là où on parlait des interfaces de management. Donc, on avait constaté comment, lorsque vous commencez vos deux FortiGate, chacun des FortiGate a son adresse IP. Une fois que le cluster de haute disponibilité est mis en place entre les deux FortiGate, les adresses initiales que chacun des équipements utilisait n'est plus accessible. Il faut donc configurer ce qu'on appelle dans les interfaces de management qui permettent de pouvoir manager les FortiGate de façon individuelle, même lorsqu'ils font partie d'un cluster. Donc, on a parlé de la tâche, on a fait ça, c'était sur la tâche 3. Donc, aujourd'hui, on va commencer donc avec la tâche 4 qui est le basculement. Donc, initialement, on avait notre infra qui était en mode actif-passif. Donc, dans la tâche 4, on va passer en mode, donc, on va switcher dans un mode actif-actif et on va faire quelques configurations pour voir, OK, quels sont le comportement donc, du réseau lorsqu'on est soit en mode actif-actif, en mode actif-passif déjà. On a vu dans le mode actif-passif comment tout le trafic, toutes les sessions étaient redirigées vers le primaire. Dans le mode actif-actif, on verra donc comment il y a comme un équilibrage de charges entre les deux équipements. Ensuite, on passera à la tâche 5 qui est activer l'option override. Donc, l'option override, on a expliqué ça dans la toute première vidéo où on parlait de la haute disponibilité ainsi que les concepts clés. Donc, les liens pour ces deux vidéos-là sont directement sous la description de celle-ci. Vous pouvez voir ça également en parcourant la liste des vidéos de la chaîne. Donc, on va activer l'option override sur les deux FortiGate et puis on va simuler un peu, on va jouer un peu avec les priorités pour voir le processus électoral dans ce cas-là. Et à la fin, on va faire dans la tâche 6 qui consiste à ajouter un troisième path sur notre topologie. Donc, on verra comment ajouter un troisième path pour ainsi avoir un cluster de trois paths. Et on va simuler quelques opérations de failover pour voir comment le processus électoral fonctionne lorsqu'on est à trois équipements. Donc, sans plus tarder, je vais aller donc directement sur mes FortiGate. Donc, dans la précédente vidéo, on avait commencé, voilà, on a encore le même interface ici. Donc, initialement, on avait commencé avec deux FortiGate. Le FortiGate A avait l'adresse 2.131, le FortiGate B, l'adresse 2.132. Après qu'on ait mis en place le cluster constitué des deux FortiGate, les deux adresses IP précédemment constituées ne fonctionnent plus, ne sont plus accessibles, ne peuvent être utilisées pardon, pour accéder à ces équipements individuels. Donc, le cluster étant créé, a donc obtenu une nouvelle adresse IP qui était la 2.120. C'est avec l'adresse 2.120 qu'on était capable donc, de se connecter au cluster pour le manager. Donc ensuite, dans la tâche 3, comme je disais tout à l'heure, on a vu comment mettre en place des adresses IP de management qui nous permettent donc désormais de se connecter donc, de façon individuelle sur chaque pare-feu. Donc là, par exemple, je suis connecté cette fois-ci de façon individuelle sur le FortiGate A. Ici, je suis sur le cluster. Et vous voyez, c'est toujours FortiGate A parce que dans le cluster, pour l'instant, c'est le FortiGate A qui est le FortiGate primaire. Donc, quand je me connecte sur le cluster, je suis un peu comme connecté toujours sur le même FortiGate. Donc, vous remarquez que ici, l'adresse IP ici est différente du 120 qu'on a ici. Et on a également mis le 122 pour se connecter donc au FortiGate B. Voilà. Donc là, on est connecté au FortiGate B. Donc ça, c'est l'ensemble des trois tâches qu'on avait déjà effectuées. Donc, comme j'ai dit, on va passer donc ici là à la tâche 4 qui consiste donc à switcher en fait le mode de haute disponibilité. Donc, comme j'ai dit dans la précédente vidéo, pour switcher le mode de haute disponibilité, on le fait sur chaque FortiGate. Ça veut dire que ici, avant de procéder,
idéalement, on recommande toujours d'effectuer une sauvegarde. Donc, avant de faire une configuration sur votre PAF qui est susceptible d'apporter des modifications majeures sur votre réseau, il est toujours préférable de faire une sauvegarde, comme ça, au cas où les choses se passent mal, vous êtes capable de faire une restauration. Donc là, je vais simplement faire ici, là, pardon, plutôt sauvegarder. Voilà. Donc, je vais cliquer là pour faire une sauvegarde. Donc, ça inclut dans la sauvegarde donc, du cluster et tout ce qui va avec. Donc, ce que je vais faire donc, maintenant, c'est que je viens sur le FortiGate A, cette fois-ci. Et puis, à partir d'ici, dans haute disponibilité, je vais sélectionner le FortiGate A. Ici, je fais modifier. Je vais switcher donc ici du mode actif-passif vers le mode actif-actif. Donc, avant de switcher, vous remarquerez par exemple qu'avant de switcher, vous avez vu par exemple, comme je disais, lui, le FortiGate primaire, vous avez vu le nombre de sessions. Lui, il a 11 sessions, tandis que celui-ci qui est le secondaire a actuellement 2 sessions, parce que pour l'instant, c'est le FortiGate A qui porte en fait toute la charge. Voilà, de temps en temps, il peut repartir une petite quantité au FortiGate secondaire. Donc maintenant, on va accéder donc ici dans le mode, switcher le mode pour passer dans le mode actif-actif. Donc je le fais ici, je laisse les priorités toujours inchangées. Je fais OK. Donc, lorsque je modifie une information, immédiatement, vous allez voir que le FortiGate B, il est en mode pas synchronisé parce qu'une information importante a été changée sur le FortiGate A. Donc, il faut que j'aille également sur le FortiGate B ici. Et puis, je vais faire modifier. Et puis, je reviens en arrière. OK. Donc, voilà. Donc, vous remarquez que actuellement, une fois que j'ai synchronisé à partir du FortiGate A ici, si je fais rafraîchir, il a immédiatement envoyé l'information sur le FortiGate B pour lui dire, toi aussi, tu passes immédiatement en mode actif-actif. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? Vous allez remarquer que progressivement maintenant, les sessions sur le FortiGate 2 vont commencer à s'incrémenter, à augmenter, c'est-à-dire qu'il va commencer à essayer de donner plus de charge donc, afin de pouvoir repartir la charge de travail de façon équitable. Bon, pas forcément équitable, mais il va repartir en donnant une bonne quantité de sessions également au FortiGate, le FortiGate 2. Donc, autre chose qu'on peut faire, par exemple, c'est quoi? On peut venir ici, il y a ce qu'on appelle l'équilibrage des charges. L'équilibrage des charges ici, là, c'est lorsque vous voulez, par exemple, que votre FortiGate primaire puisse distribuer les charges de façon un peu équitable entre les deux équipements. Et la plupart du temps, les sessions qui sont, parce que remarquez également ici que très souvent, le partage des sessions que le primaire, les sessions que le primaire partage avec le secondaire sont très souvent les sessions qui sont liées au trafic lourd. Le trafic lourd, c'est notamment les trafics qui sont liés à l'inspection SSL. Donc, si sur votre FortiGate, vous avez par exemple, si parmi les sessions, les 49 sessions qu'on a ici, si on a par exemple une vingtaine d'entre elles qui sont des sessions liées au trafic SSL, alors de façon automatique, notre FortiGate primaire, il va essayer donc de repartir et envoyer la moitié de ces sessions-là au FortiGate B. Parce que comme on a dit, l'équilibrage des charges ou bien le FortiGate primaire, son rôle, du moins quand on est en mode actif-actif, l'idée vraiment c'est que le trafic qui est lourd soit partagé. Quand c'est un trafic qui est léger, le FortiGate primaire va prendre sur lui et gérer ça. Mais une fois que c'est le trafic qui est lourd, qui demande beaucoup de ressources, mémoire par exemple, vous savez que l'inspection SSL, on a parlé de ça dans les vidéos précédentes concernant l'inspection SSL. C'est des sessions ou bien c'est des trafics qui nécessitent parfois beaucoup de ressources de CPU et de mémoire et le réseau également. Donc ça fait que quand c'est des sessions SSL, très souvent de façon automatique, votre FortiGate primaire, lorsqu'on est en mode actif-actif, il va partager dans ces sessions-là avec le secondaire. Comme j'ai dit, si c'est les sessions, il n'y a pas grand-chose à faire, il va pouvoir gérer ce genre de sessions-là sans inquiéter le secondaire. Donc, une autre chose, comme j'ai dit, qu'on peut faire par exemple, c'est donc par exemple de venir ici, activer donc l'équilibrage de charge. L'équilibrage de charge, c'est une configuration qu'on fait sur le FortiGate qui est actuellement le primaire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller donc directement ici sur le FortiGate primaire. Donc, très souvent, voilà. Étant donné que le FortiGate A et le FortiGate primaire, ça suppose que je sois connecté sur le cluster lui-même ou bien que je sois connecté sur le FortiGate A. Je suis toujours sur le FortiGate primaire. Du moins, je suis sur le cluster en quelque sorte. Donc, à partir d'ici, toute configuration que j'ai fait ici, c'est comme si j'ai fait la configuration sur le cluster principal. Donc, ici, je vais donc aller en invite de commande ici. Et donc, voici le bout de code qu'on va essayer de saisir pour pouvoir équilibrer la charge de travail. Donc, on va aller avec config système HA. Voilà. Et puis on va faire cette. Non, qu'est-ce que j'ai même présenté là? Non. Non, ça c'est. Non, c'est pas l'équilibrage des charges ici. Hmm. Non. L'équilibrage des charges, c'est pas l'override. Qu'est-ce que j'ai mis là? Bon, on va voir. Je vais utiliser le point d'interrogation. C'est pas grave. Donc,
point d'interrogation, ok, c'est pas grave. Voilà, donc l'option qu'on va utiliser, donc c'est ça, load balance all. Enable to load balance TCP session. Disable to load proxy session. Donc ici, si je vais activer ça, ça veut dire qu'on va, on va avoir par exemple un équilibrage de charge sur tout le trafic TCP. Donc, on va aller donc directement ici. On va faire load. Je crois que c'est ça, load balance. Load balance all. Et puis, je vais faire enable. Voilà, end. Donc, c'est ça, set load balance all. C'est ça que je devais avoir ici. Load balance all. Voilà. Set load balance all. Donc, ça, c'est la commande pour activer l'équilibrage de charge des sessions SSL. Pardon, des sessions TCP. Donc, ce qu'on va faire donc également, comme je disais, c'est on va utiliser la commande get system HA status pour voir le statut de la haute disponibilité maintenant. Comme ça, on va pouvoir voir, on va pouvoir regarder par exemple pour voir l'équilibrage de charge entre les deux équipements. Donc, ici, je fais get system HA status. Voilà. Donc, ici, get system HA status. La ligne qui m'intéresse ici, voilà, System Usage Statistics. Donc, on va remarquer par exemple que ici, on a nombre de sessions pour le FortiGate primaire, on a 28 sessions. Pour le FortiGate secondaire, on a 4 sessions. 4 sessions. Vous allez avoir l'impression que ce n'est pas équilibré. Remarquez que l'option qu'on a activée, c'était pour équilibrer équilibrer les sessions TCP qu'on a actuellement sur le primaire. Chose intéressante à regarder donc maintenant, c'est quoi? On va remarquer que la mémoire, 44% de mémoire sur le FortiGate primaire et 43% sur le FortiGate secondaire. Ça veut dire qu'en quelque sorte, le plus important n'est pas le nombre de sessions. C'est en fait, quelle est la charge de travail des sessions en question. Vous voyez que les 4 sessions qui sont gérées par le FortiGate B ici sont équivalent à peu près les 28. En fait, la charge de travail de ces 4-ci là est à peu près équivalent à la charge de travail des 28 autres sessions qui sont gérées par le FortiGate A. Le FortiGate B, le FortiGate primaire. Donc, c'est ça en fait l'information qu'il faut bien comprendre lorsqu'on passe en mode actif-actif. Ça veut dire que là, les deux FortiGate, chacun gère le trafic à son niveau. Chacun gère une quantité de trafic. Donc, le nombre de sessions ici ne doit pas être pris en considération, du moins, ne doit pas trop être pris en considération comme étant la charge de travail que le FortiGate en question est en train de supporter. Parce que, comme j'ai dit, chaque session a une charge de travail bien précise sur le. En fait, nécessite un certain nombre de ressources sur le FortiGate. C'est fait qu'au final, on a 49 ici, par exemple. Donc, je vais rafraîchir. Donc, on a là, voilà, 22 ici contre 4 ici. Mais dans le fond, c'est à peu près les mêmes, la même quantité la même charge en fait. Donc, je reviens rapidement ici. Donc, on a fait switcher le mode, voilà, switcher le mode de haute disponibilité et vérifier les stats. Bon, sans plus tarder, on va passer à la tâche 5 ici, qui est donc l'activation de l'option override. Donc, pour activer l'option override, donc voilà notre, voici en fait la commande. C'est ça, je sais pas, tout à l'heure j'ai dû, en montant le slide, j'ai dû copier ceci et mettre ici et ne pas modifier. Donc, voici le code à utiliser pour mettre, du moins pour activer dans l'option override. Donc, ce qu'on va faire donc, avant d'activer l'option override, on va juste vérifier. Vous remarquez qu'ici, on est à 128. Ici, on est à 128. Remarquez que dans notre. Je reviens juste en arrière dans les slides ici. Pour ceux qui n'ont pas vu les précédentes vidéos et donc j'exhorte à aller regarder les précédentes vidéos pour mieux comprendre la fonctionnalité d'override. Je vous explique ça rapidement en 30 secondes ici. Donc, par défaut, sur nos FortiGate, l'option, la fonctionnalité override est désactivée par défaut. Ça veut dire que lorsque vous avez deux équipements sur votre réseau et que vous avez mis ça en cluster de haute disponibilité, avec l'option override désactivée, voici l'ordre des critères qui sont évalués pour désigner lequel des deux FortiGate va être le FortiGate primaire. On commence par les interfaces connectées. Les interfaces connectées, c'est le nombre d'interfaces que vous avez désignées comme étant des interfaces connectées. Ça, je ne veux pas revenir en arrière. Vraiment, écoutez, suivez la précédente vidéo pour mieux comprendre. Donc, on a les interfaces connectées. Si on a le même nombre d'interfaces connectées, on passe donc au temps de haute disponibilité. Si vous avez le temps de haute disponibilité qui est identique ou bien qui est inférieur à 5 minutes, donc ça également on a expliqué dans la précédente vidéo, on passe maintenant à la priorité. La priorité, donc, cette valeur, c'est là pour chaque FortiGate, la priorité par défaut est donc de 128 par défaut. Si les deux précédents critères ne permettent pas de définir le FortiGate primaire, alors on se base donc sur la priorité. Celui des deux FortiGate qui a une priorité plus élevée,
va devenir le primaire. À défaut, on vient sur la quatrième option. La seule chose que je voulais présenter par exemple ici, c'est que lorsqu'on a le override qui est désactivé, l'ordre de les critères sont évalués dans cet ordre-ci. Tandis que ici, dans l'autre slide, lorsque vous avez activé l'option override, maintenant la priorité vient en deuxième. La priorité devient le deuxième critère pour le choix du primaire. Alors que lorsqu'il est désactivé, lorsque l'override est désactivé, la priorité est en troisième position. Donc, cela étant expliqué, vraiment, si vous voulez mieux comprendre, regardez les précédentes vidéos pour mieux comprendre les explications qui avaient été données. Donc, ce que je vais faire donc ici, c'est quoi? On maintient là à 128. Et puis, on va venir sur le FortiGate A. Voilà, on est FortiGate A. On va modifier. Non, on va parler de. On a parlé d'activer d'activer l'override. Pardon, je m'en mêle déjà un peu. Donc, pour l'override, donc, je viens donc en ligne de commande ici. Config system HA. Et là, on fait set override enable. Je fais entrer. Et puis, je fais N pour sortir. Donc, ça, c'est fait pour le FortiGate A. Je vais aller faire pareil sur le FortiGate B. Donc, sur le FortiGate B également, je vais aller dans, voilà, HA, c'est le secondaire ici. Donc, je vais en invite de commande, je fais config system HA. OK, set override enable. Voilà, et puis je fais end. Voilà. Donc, actuellement, l'override est donc activé sur les deux FortiGate. Ça veut dire qu'actuellement, si j'ai envie de tester pour voir lequel des deux, bon, de toutes les façons, on sait que celui-ci, pour l'instant, il a été désigné comme primaire parce que le numéro de série était plus élevé. Donc, dans la précédente vidéo, on avait regardé en invite de commande pour comprendre pourquoi lui, il était devenu primaire. Donc, les trois précédents critères n'avaient pas pu faire, n'avaient pas permis de désigner le primaire. C'est finalement le numéro de série qui avait été utilisé. Donc, ici, donc vous remarquez par exemple, avant que je n'avance, vous remarquez par exemple les sessions au fur et à mesure ont finalement se rapprochent de plus en plus. Voilà, le nombre de sessions se rapproche de plus en plus. Bon, toujours est-il que, comme on a dit, la charge de travail d'une session n'est pas égale à l'autre, raison pour laquelle ça ne peut pas forcément être identique en termes de nombre de sessions. Mais la charge de travail en arrière est assez identique. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Pour basculer, donc, je vais venir simplement donc, pour essayer de voir qui va devenir le primaire, en tout cas pour impacter sur le primaire. Je peux désigner dans le secondaire. Je veux par exemple le secondaire. Si je veux par exemple le secondaire s'il devient dans le primaire, la seule chose que j'ai à faire maintenant, c'est revenir simplement ici. Et puis je vais modifier sa priorité. Je mets par exemple à 129. Quand je mets à 129, je fais appliquer. Et vous remarquerez que instantanément, sans qu'on ait besoin d'attendre quelques secondes ou immédiatement le FortiGate B est passé de son rôle de secondaire à son rôle de primaire. Vous remarquez que ici, je n'ai même pas eu le temps de rafraîchir la page. La page montre encore ici en haut le FortiGate B comme étant le secondaire parce que je n'ai même pas encore eu le temps de rafraîchir la page. Donc, instantanément, dès que vous avez modifié la priorité, immédiatement, celui qui a la priorité la plus élevée devient donc, comme on a dit, il devient automatiquement dans le primaire. Voilà. Et donc, si je reviens ici et que je fais rafraîchir ici, directement, donc vous voyez que le FortiGate A est désormais dans le FortiGate secondaire. C'est pareil, si je veux que le FortiGate A, qui est actuellement le secondaire, devienne le primaire, tout ce que j'ai à faire, c'est juste de modifier encore sa valeur et je passe par exemple à 130. Voilà. Dès que je fais valider, vous remarquez, dès que l'enregistrement s'effectue, ça ne fait même pas 2 secondes, instantanément, il devient le primaire. Et puis, si je reviens ici, celui qui était autrefois primaire, pour l'instant, il pense être encore primaire. Dès que je rafraîchis, voilà, c'est lui le secondaire. Donc, voilà euh, de façon beaucoup plus pratique, comment on peut comprendre la notion le concept de override. Ça veut dire que override peut être utile par exemple sur votre réseau si jamais j'avais posé la question si dans dans l'une des précédentes vidéos lorsque je expliquais encore les concepts clés, j'avais posé la question si vous arrivez sur un environnement, supposons que vous venez pour troubleshooter un environnement où il y a la haute disponibilité et pour une raison ou une autre vous avez envie de basculer, c'est-à-dire que celui-ci est le FortiGate primaire, mais vous avez envie que ce soit le FortiGate B qui devient le primaire, mais vous voulez le faire sans avoir besoin de faire, de faire une manipulation physique ou bien une intervention physique sur les câbles, parce que vous savez que quand vous faites une intervention physique sur les câbles, forcément, ça pousse le processus électoral à élire un nouveau FortiGate. Donc, j'avais posé la question, comment est-ce que je procède si je veux changer le FortiGate primaire sans toutefois intervenir sur les câbles ou bien déconnecter un équipement, déconnecter un câble. Donc voilà, la solution simple, c'est tout simplement d'activer la fonctionnalité override sur les deux FortiGate et ensuite, vous partez seulement modifier la priorité sur un et de façon instantanée,
le primaire va passer dans, du moins celui qui a la plus grande priorité deviendra donc le primaire. Donc, ensuite ici, donc vous, comme on a dit, on peut observer par exemple le processus électoral, c'est-à-dire que je peux revenir par exemple ici sur n'importe quel des FortiGate et puis je reviens en invite de commande. Je fais par exemple get system HA status et puis je fais entrer. Ce que j'ai envie de regarder, c'est ici, tout en haut. Pourquoi est-ce que celui-ci? Parce que comme on a expliqué tout à l'heure, à chaque fois qu'il y a un processus électoral, il y a toujours une raison pour laquelle un des équipements est devenu le primaire. Et à chaque fois qu'il devient le primaire, à chaque fois qu'il y a élection, on garde toujours les traces. Remarquez que là, on garde toujours les traces des précédentes élections. Donc, à chaque fois ici, par exemple, ici, Primary Selected Using, on explique donc ici le motif pour lequel on a choisi celui-ci comme étant le primaire ou on a choisi comme étant le, voilà, comme on a choisi comme étant le primaire. Ici, vous avez les dates pour chaque opération, date et heure de chaque opération. Et ici, voici la toute première raison pour laquelle le FortiGate s'y avait été choisi comme étant le FortiGate primaire. Il a été choisi comme primaire parce que dans son numéro de série était plus grand que, que son congénère, que l'autre FortiGate. Ensuite, une autre élection a eu lieu, voilà l'autre raison. Ensuite, une autre élection a eu lieu, voilà l'autre raison. Et puis, voici la quatrième raison pour l'élection qui venait d'avoir lieu tout à l'heure là. Donc, celui-ci a été sélectionné comme primaire parce que il a un, because its override priority, voilà, its override priority is larger than the peer member. Donc, sa valeur, sa priorité sur l'option override. Ça veut dire que quand on met les deux, l'information override ici, ça vous permet également de comprendre que pour l'instant, la fonction override est activée. Et c'est parce que la fonction override est activée que l'option priorité, le critère de priorité est passé en avant dans le choix du FortiGate primaire. Donc voilà donc la raison. C'est bon, donc je montre également cette commande ici. C'est pour ça que dans la vidéo, j'ai tenu à garder ces commandes ici parce que en même temps, c'est bien beau de pouvoir faire la configuration sur l'interface web comme ça, mais c'est aussi bien de pouvoir se connecter sur l'interface graphique, pardon, ligne de commande, saisir les commandes et pouvoir interpréter les informations qui sont envoyées dans, le, dans la ligne de commande pour mieux comprendre votre infrastructure. Donc, sans plus tarder, on va donc passer à la dernière tâche qui est la tâche 6. Donc, on a dit on va ajouter donc un troisième parfait à notre schéma et puis on va voir comment configurer donc la haute disponibilité pour trois équipements. Déjà, allons-y sur notre GNS3. Donc, ici, sur notre GNS3, on a nos deux équipements qui sont là, FortiGate A et B. Donc, techniquement, quand on pense à mettre un troisième pare-feu, on pense directement au fait qu'il suffit d'ajouter un troisième pare-feu, c'est-à-dire qu'ajouter un troisième pare-feu. La difficulté, par exemple, qu'on va avoir quand on a ce schéma-ci, c'est que si je décide d'ajouter un troisième pare-feu, pour ce qui est des connectivités réseau, il va falloir donc que je récupère, par exemple, comme on a dit tout à l'heure, pour chaque FortiGate qu'on ajoute, on doit s'assurer que les mêmes numéros de ports sont utilisés sur les mêmes switches ou bien sont connectés sur les mêmes équipements. Ça veut dire que comme on a commencé, le port 1, il est connecté sur le réseau qui va sur Internet. Et puis le port 2, qui est connecté sur le réseau qui vient sur, du moins sur le sous-réseau local. Ça, c'est ce qu'on a fait pour tous les autres deux équipements. Ensuite, la difficulté qu'on va avoir là maintenant, ce sera au niveau des interfaces de Heartbeat. Notez que ici, pour faire la correspondance des interfaces de Heartbeat entre le FortiGate A et B, on a utilisé le port 3 et 4. Donc, pour chacun des équipements, on prenait le port 3 ici, on le connectait au port 3 ici. Le port 4 ici, on le connectait au port 4 ici. Le problème maintenant, c'est qu'en ajoutant dans un troisième FortiGate, du coup, on a les ports 3 et 4 qui sont disponibles ici, mais ces ports-là ne sont plus disponibles sur aucun des deux FortiGate. Ça veut dire que dans le fond, si je prends le FortiGate, le port 3 ici, il sera appelé à le connecter à un autre numéro de port ici. Et comme on a dit, il faut connecter deux interfaces idéalement, il faut avoir deux interfaces de Heartbeat sur notre configuration réseau. Ça veut dire que je dois prendre sur ce FortiGate si je dois utiliser les quatre interfaces ici. Sauf que la difficulté, comme je dis, c'est que le port 3 est disponible ici, mais il n'est plus disponible sur aucun des FortiGate. Ça fait donc que si on décide d'utiliser des numéros de ports différents, qu'on connecte maintenant sur des ports différents sur les autres équipements, ça va faire en sorte que ça va troubler en fait le processus du protocole FCP, donc le FortiGate Clustering Protocol. Il aura du mal donc à gérer les trois équipements, notamment au niveau de protocole de Heartbeat. Donc on va avoir par exemple comme un dysfonctionnement un dysfonctionnement donc, de notre processus de haute disponibilité. C'est pour ça que, idéalement, donc, comme on a dit, s'il faut qu'on ait un réseau dans lequel le port 3, des ports 3 et 4 de chacun des FortiGate est connecté à un switch, ou bien on va dire comme ça, à un switch particulier, ou bien à un switch bien précis. Ce qu'on doit donc faire ici, c'est quoi? Je vais donc, pour l'instant, je vais supprimer ces deux interfaces-ci. Donc, j'ai préparé donc
J'ai préparé dans un petit scénario ici pour vous montrer exactement comment est-ce que la configuration idéale pour un cluster de trois paths doit être effectuée. Donc, idéalement, comme on a expliqué dans les précédentes vidéos, il y a ce qu'on appelle les interfaces monitorées et les interfaces de heartbeat. Donc, ce qu'on est censé faire, donc, par exemple, dans notre cas, c'est quoi? On a notre réseau Internet et on a notre réseau interne ici. Donc, si on doit mettre trois FortiGate ensemble dans le cluster de haute disponibilité, alors idéalement, on doit avoir déjà deux switches qui sont dédiés au réseau, c'est-à-dire au réseau des interfaces monitorées. Donc, ça veut dire que pour chaque FortiGate, on va prendre son port 1. Par exemple, dans notre cas, on prend le port 1, on le connecte au switch 1, on va dire comme ça. Port 1 de chacun des FortiGate, on l'envoie au switch 1. Le port 2 de chacun des FortiGate, on l'envoie au switch 2. Ça, c'est le réseau utilisateur. Maintenant, on va donc devoir ajouter deux nouveaux switches, qu'on va appeler ici là, par exemple, switch 3 et switch 4. Et donc, ces switch 3 et 4, comme vous l'aurez bien deviné, c'est que c'est les switches sur lesquels on va connecter dans les interfaces de Heartbeat. Ça veut dire que pour chacun des FortiGate, si on a décidé d'utiliser les ports 3 et 4 pour les interfaces de Heartbeat, on va donc pour chaque FortiGate prendre son port 3 le connecter sur le switch 3. Donc, vous allez voir chacun, les ports 3 est connecté sur le switch 3 et les ports 4 sont connectés donc sur le port 4. Voilà idéalement comment on doit monter le réseau pour que le cluster de haute disponibilité à trois équipements puisse fonctionner. Ça veut dire qu'à la fin, donc, on va avoir quelque chose comme ça. Ça veut dire qu'on a à la base le réseau interne qui est ici et le réseau Internet qui est là. On a deux switches aux extrémités qui permettent donc de connecter dans le réseau interne et le réseau externe. Et donc, pour chaque FortiGate, on a son port 2 et son port 3 qui sont des interfaces monitorées. Donc, vous avez compris ça dans la précédente vidéo. Port 2 et port 2 et port 1 et port 2, pardon. Port 1 et port 2 qui sont connectés donc sur les réseaux externes. Et le port 3 et port 4 qui est donc dans on va dire un peu comme un sous-réseau de Heartbeat, mais sans adressage. Donc, c'est un sous-réseau de Heartbeat dans lequel il n'y a pas d'adressage. Voilà. Donc, allons donc sur le GNS3 pour implémenter cela. Donc, ce qui suppose que ici, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va déjà commencer donc par ajouter dans nos deux switches supplémentaires. Donc, je vais prendre, j'ajoute un switch ici sur mon GNS3, je l'appelle switch 3, voilà. Et puis, je vais ajouter un autre qui va être appelé donc ici le switch 4. Voilà. Donc, pour faire les choses beaucoup plus simples, je vais... Donc, vous comprenez, vous aurez compris donc ici, ce que je vais devoir faire donc, c'est de déconnecter donc les interfaces port 2, du moins les interfaces port 3 et 4 qu'on avait précédemment ici, vu que désormais, je vais donc les envoyer directement sur le switch 3. Donc, ce qu'on va faire donc, comme je dis, c'est on va supprimer ici ces interfaces-ci. Donc, techniquement, pour avoir quelque chose d'un peu plus beau, je vais agrandir ça, ou bien non, peut-être. Je vais laisser le switch 3 ici. Je laisse le switch 3 ici. Bon, pour les raisons de propriété dans votre réseau, on pourra regarder la beauté du design après. Mais comme vous avez compris, tout ce que j'ai à faire, donc par exemple, comme j'ai dit, c'est de prendre ici. Je prends le port 3, je le connecte au switch 3. Ici, je fais pareil. Port 3, ici, je le connecte au switch ici, port 3. Je prends également ici, ça c'est le nouveau FortiGate qu'on va ajouter au cluster. Donc déjà, pour le nouveau FortiGate, je fais d'abord, pour le nouveau FortiGate, je dois d'abord prendre les ports 1 et 2. Donc le port 1, c'est celui qu'on a connecté ici au réseau Internet. Le port 2, je l'ai connecté ici au réseau local. Donc avant de procéder, il faut vérifier que pour chacun des FortiGates, c'est exactement ce qu'on a fait. Donc il faut regarder bien le nom du port qui vient sur le réseau local. Parce que comme on a dit, il faut s'assurer que si on a utilisé sur les deux autres précédents FortiGate, si on a utilisé port 1 sur le réseau local, du moins sur le réseau Internet, il faut bien s'assurer que c'est la même chose qu'on fait ici. Dès lors que vous perturbez, vous permutez, je vais dire, dès lors que vous permutez les numéros de port, vous les envoyez sur des réseaux différents, ça perturbe en fait le système de haute disponibilité. Donc, comme je disais, on a mis donc port 1 sur l'Internet, port 2 sur le réseau local. Ensuite, on va donc connecter l'interface de Heartbeat. Donc, on va prendre le port 3 ici, on l'envoie sur le switch 3. Voilà. Et puis, je vais refaire dans la même chose maintenant, cette fois-ci maintenant avec les ports 4. Donc, je reprends ici dans le port 4, je l'envoie ici sur le switch 4. Donc, désolé pour le schéma qui va être un peu en zigzag comme ça, mais vous aurez compris l'importance de comprendre comment ça fonctionne. Donc, je prends le port 4 également ici, je le connecte sur le switch 4. Et pour finir, port 4 également ici, je le connecte sur le port, du moins je prends le port 4, je le connecte ici. Et donc ici également, on avait pris pour chacun des FortiGate, vous vous rappelez dans la précédente vidéo, on avait utilisé le port 10. Le port 10, voilà, numéro de port 10. Le port 10 de chacun des équipements avait été utilisé comme interface de management.
Voilà. Donc, on va faire pareil ici. Donc, ici également, je vais prendre le numéro de port 10 pour ajouter à ce niveau. Donc, à ce niveau-ci là, je crois que chacun de nous comprend très bien ce qu'on vient de faire. Parce que le plus important, c'est de comprendre comment ça va s'effectuer. Donc, j'appelle ça FortiGate C. Voilà. Donc, voilà. Donc, techniquement, voilà comment le schéma doit se présenter. Donc, l'objectif, c'est d'avoir cette compréhension ici là. Là, voici. Un réseau pour un schéma pour le réseau d'échange de paquets utilisateurs, un réseau non adressé, donc ça c'est juste les switches, un réseau non adressé pour les interfaces de Heartbeat, et donc au final on a ce réseau, on aura ce schéma. Donc voilà donc le schéma qui est fait, tout ce qui est à faire donc maintenant c'est quoi? Je vais donc mettre en marche ce FortiGate-ci, ensuite je vais me connecter dessus pour regarder son adressage IP, et donc comme vous l'aurez compris, bien évidemment, quand vous avez compris donc comment ça fonctionne, ça suppose que ici, en attendant que le FortiGate C démarre, donc ce qu'on va faire une fois que ce FortiGate C là aura démarré, ce sera donc de venir sur chacun des FortiGate ici. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est de venir ici dans les interfaces donc de Heartbeat. On va dire que désormais, en plus du port 3 et port 4, enfin, ici, on a les ports 3 et port 4, donc on n'a pas ajouté de nouveaux ports. Donc les informations, cela vont rester intactes. La seule chose qu'il y aura à faire, donc, c'est se connecter à l'interface du FortiGate C et puis l'ajouter donc au cluster de haute disponibilité et puis on va voir donc ce qui se passe. Donc, je check rapidement FortiGate C. Peut-être dans la vidéo, je vais accélérer cette partie-ci là pour que la vidéo ne soit pas très longue. Rapidement, par défaut, il n'y a pas de mot de passe. Je vais créer un nouveau mot de passe. Confirme le mot de passe. OK. Maintenant, je vais guetter pour voir quelle est l'adresse IP que j'ai obtenue de façon automatique, comme je venais d'expliquer par rapport au GNS3. Donc, dans l'IP que j'ai obtenu, c'est 2.142. Donc, je vais venir donc ici sur ici. Donc, dans la précédente vidéo, on a vu comment se connecter au FortiGate A individuellement, se connecter au FortiGate B individuellement. Donc là, on va sur le FortiGate C. 2.142. Voilà, je me connecte. Donc là, je suis sur le FortiGate C, comme on a vu son adresse IP, là voilà. Donc je me connecte, donc je viens donc sur haute disponibilité ici. Donc je vais essayer donc de mettre le FortiGate C en mode haute disponibilité pour le rejoindre donc à ce cluster. Donc pour l'instant, le cluster est en mode actif. OK. Donc je vais revenir donc ici, je mets actif. Je mets les mêmes informations comme j'ai expliqué dans la précédente vidéo. Le même nom de groupe et puis le même mot de passe. Je garde la reprise de session. Maintenant, les interfaces surveillées. Ça, on a vu ça dans la précédente vidéo, port 1 et 2. Interface de Heartbeat, port 3 et 4. Voilà. Et puis, à chaque fois, je pense pour le port 3, on voulait que ce soit le port qui est utilisé prioritairement pour le Heartbeat. Et puis, interface de réservation ici, comme on a fait pour les autres, on va prendre également ici là, le port 10. Donc, voilà comment j'ajoute donc le troisième. Je suis en train d'ajouter donc comme ça le troisième par feu sur notre cluster de haute disponibilité pour que ça puisse rejoindre les deux autres. Donc là, c'est bon. Je fais OK. On va voir ce qui va se passer par la suite. Donc, un nouvel équipement qui est ajouté, processus électoral qui est effectué sur la base des 4 critères qu'on a vus dans les slides. Et puis, à la fin, on va savoir qui est le primaire, qui est le secondaire. Est-ce qu'il y a une notion de tertiaire? Voilà. Est-ce qu'il y a deux qui seront secondaires? Donc, on va regarder ça une fois que, vous savez, quand l'équipement joint le cluster, ça prend un temps pendant l'élection et puis ça va se déconnecter. Une fois que ça sera déconnecté, ça sera en train donc de joindre, le cluster. Donc actuellement, même en ligne de commande, vous pouvez voir par exemple ici qu'il y a, voilà, secondaries external file are not in sync with the primary. Donc actuellement, il y a comme une synchronisation qui est en train de vouloir s'effectuer. Et puis à la fin, dès qu'on aura le message de synchronisation ici, on pourra donc se connecter au cluster donc pour regarder. OK, donc après quelques minutes, voilà, on a maintenant secondary succeeded to sync external file with primary. Donc ça, c'est pour dire que ce FortiGate a finalement pu synchroniser avec donc les fichiers ont déjà donc été échangés avec le FortiGate primaire. Voilà. Donc le processus est encore en cours, donc on va donner quelques secondes encore et puis on va se connecter sur le cluster pour voir. Donc, comme j'expliquais, à chaque fois que ce processus est en cours de s'effectuer en arrière-plan, vous allez remarquer que votre FortiGate perd la connectivité ici et
Comme il perd la connectivité, c'est parce qu'il est en train de joindre le cluster de haute disponibilité. Et donc, après qu'il ait joint le cluster de haute disponibilité, on devra donc rentrer pour reconfigurer son interface de management. Comme on avait vu dans la précédente vidéo, la tâche 3 où on parlait des interfaces de management, ça veut dire que dès qu'il aura joint le cluster, cette adresse IP-là ne sera donc plus disponible. Voilà. Parce qu'il faut préciser encore, mes adresses IP, d'après l'explication que j'ai donnée tout à l'heure, vous avez vu, chacun des équipements que je connecte à ce switch obtient donc une adresse IP de façon automatique. Donc, ce n'est pas des adresses qui sont à la base fixées. Voilà, c'est des adresses qui sont obtenues de façon automatique. Et après le processus électoral, il faut donc procéder à la nouvelle configuration d'une IP de management donc individuelle de chaque FortiGate. Donc, je crois que, OK, je crois qu'à ce niveau, OK, log out all user, all admin account. Donc, quand ça envoie ce message, ça veut dire que le FortiGate a rejoint dans le cluster et que tout est correct maintenant. On peut aller donc sur le cluster ici. On va essayer d'actualiser pour voir ce que ça donne. On croise les doigts. OK, donc voilà, vous voyez maintenant quand j'actualise mon cluster, j'ai dans mon FortiGate, du moins mon cluster de haute disponibilité, donc avec trois équipements. FortiGate B est le primaire. Maintenant, on a le FortiGate C qui est le secondaire, le FortiGate A qui est le secondaire également. Et donc, vous allez ici, là, le temps de haute, le temps de disponibilité. Ça, il faut remarquer que le temps de disponibilité ici, en fait, c'est le temps depuis lequel ce FortiGate-là est allumé. Quelque chose qui est différent du temps de haute disponibilité. Je pense que dans la précédente vidéo, j'ai manqué d'expliquer cette différence ici entre la disponibilité du système et le temps de haute disponibilité. Vous vous rappelez par exemple que dans les, euh, dans les options ici, là pour le choix du primaire, vous avez ici là ce qu'on appelle la durée de fonctionnement à haute disponibilité. Et j'avais bien précisé, je pense dans une autre vidéo, j'avais bien précisé que ce temps de haute disponibilité ici est différent du temps d'activité du FortiGate. C'est-à-dire que le FortiGate peut être allumé depuis peut-être 10 minutes, mais il est dans son temps de fonctionnement à haute disponibilité est peut-être de 5 minutes. Donc c'est ça que j'avais, peut-être de 5 minutes ou de 10 minutes ou bien quelque chose d'autre, ou bien inférieur au temps de. Ça veut dire que ici, j'ai pour chacun des équipements, ça c'est les heures depuis combien de chacun des équipements c'est allumé. Maintenant, si je veux voir par exemple le temps de haute disponibilité, donc je m'arrête pour parler de ça avant de continuer. Donc, je viens ici rapidement dans ligne de commande ici. Je vais faire, il y a la commande Dynos. Je pense que j'avais mentionné la commande là ici. Je dois avoir la commande là quelque part. Non, je ne l'avais pas ajoutée ici. Donc, c'est pas grave. Donc, il y a la commande Dynos System HE. C'est Dynos System HE dump by. Et puis là, j'ai dit dump by group. Dynos System HE dump by group. Ça, c'est la commande qui vous permet, par exemple, de regarder le temps de haute disponibilité, de comprendre la différence entre le temps de haute disponibilité et le temps depuis lequel chaque équipement est online. Donc, avec cette commande-ci, il suffit de venir ici, sur chaque ligne de chaque équipement FortiGate, vous venez ici, vous allez voir ce qu'on appelle ici là le uptime. Ça, c'est le temps de haute disponibilité, qui est un temps qui est différent en fait de l'information qui est ici. L'information, comme j'ai dit, l'information qui est ici est une information qui est liée à depuis combien de temps chaque équipement est allumé, est démarré. Tandis que ici, ça c'est le temps de uptime. Uptime, c'est le temps de haute disponibilité. Donc vous allez remarquer par exemple que pour ce premier équipement, le temps de haute disponibilité, c'est 6108 secondes. Et on a ici également le reset count. Le reset count ici, là, c'est par exemple dans une précédente vidéo, je vous avais dit on pouvait utiliser la commande ici. Dynos System HE Reset Uptime. Le reset uptime, ça permettait justement donc de resetter le temps de haute disponibilité. Vous avez remarqué quand on saisissait cette commande ici, ce n'était pas pour redémarrer l'ordinateur, auquel cas ça aurait affecté le temps de disponibilité, mais ça permettait plutôt de changer la valeur qu'on a ici. Donc la valeur, du moins la valeur qu'on va avoir plutôt pardon, sur le reset count time. Ça veut dire par exemple ici, pour chacun des équipements, vous avez vu le uptime et vous avez le reset counter. Uptime, temps de haute disponibilité, reset counter. Combien de fois est-ce que le temps de haute disponibilité pour cet équipement a été réinitialisé? D'accord? Combien de fois est-ce que le temps de haute disponibilité de cet équipement a été réinitialisé? Parce que comme on avait expliqué, les facteurs qui impactent la réinitialisation du temps de haute disponibilité pour un PAF, ça peut être par exemple, vous déconnectez une interface. Du moins, le premier élément, c'est par exemple de redémarrer l'équipement. Là, automatiquement, ça réinitialise le temps de haute disponibilité. Si vous déconnectez une interface monitorée,
ça réinitialise le temps de haute disponibilité pour cet équipement. Si vous déconnectez un port, n'importe quel port, si vous ajoutez un nouveau port, ça n'affecte pas le temps de haute disponibilité vu que l'équipement étant déjà en haute disponibilité, tout ce que vous ajoutez dessus ne vient pas réinitialiser. Voilà. Ce n'est que lorsque vous déconnectez quelque chose qui existait déjà, c'est à ce moment-là que le temps de haute disponibilité donc, est affecté. Donc, encore bien comprendre la différence entre le temps de haute disponibilité, qui est mentionné ici là en secondes, et le temps de disponibilité, de la disponibilité du système, depuis combien de minutes est-ce que le système est en ligne. Donc, après ça, après ça, on va saisir un peu la commande ici encore. Après tout ça, on va saisir un peu la commande ici encore pour que vous puissiez mieux comprendre encore cette nuance-là entre ces deux informations. Donc, c'était une parenthèse. Donc, on revient ici sur notre cluster à trois pare-feux. Donc, on a le pare-feu primaire que voici. Le secondaire, vous avez remarqué, que voici. Et maintenant, vous avez le tertiaire. Bon, on va dire que c'est toujours un secondaire. On va juste revenir un peu ici, là, et puis on va mettre notre webtheme en marche. On va mettre le webtheme en marche et puis on va essayer de générer le trafic sur le webtheme. Comme ça, on va voir comment il distribue. Parce que comme on avait dit, qu'on soit en mode actif ou en mode actif-passif, le primaire, très souvent, lui, c'est lui qui prend la plupart du trafic. Il prend la plupart du trafic. Parfois, il va distribuer le trafic uniquement. Il distribue le trafic uniquement lorsque ses ressources à lui ne lui permettent plus de pouvoir continuer toutes les sessions. C'est à ce moment-là qu'il essaie donc de partager avec les autres équipements. Voilà. Donc là, vous avez vu par exemple, comme j'ai mis en marche le webtheme, il y a comme du trafic qui a été créé. Et vous remarquez que le primaire, lui, prend par exemple pour l'instant 122. Il a distribué un peu aux autres. Donc, pour faire simple, on va un peu revenir ici. On va essayer vite fait comme ça de générer du trafic. Je vais juste créer du trafic pour qu'on ait un peu plus on ait un peu beaucoup plus de sessions à gérer. Voilà. Tout ça. OK. Voilà. Le trafic fonctionne ici. Donc, je vais juste venir ici et puis virtualiser. Voilà. Donc, 205. Donc, vous voyez qu'au fur et à mesure qu'on crée plus de sessions, lui, il prend plus de sessions et il répartit un peu de façon équitable les autres sessions aux deux autres. Vous voyez? Voilà. Donc, voilà un peu comment on va fonctionner notre cluster de haute disponibilité. Donc, comme je disais, on peut venir en invite de commande ici. On va aller avec la commande get system HA status. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est la fameuse commande, comme on a vu, on a expliqué tout dans la précédente vidéo, qui nous permet, par exemple, de voir les informations sur le cluster. Donc, le cluster en mode actif-actif, depuis combien de jours, depuis quelle date. Donc, ici, notamment, l'information pour savoir sur quelle base est-ce qu'on a désigné l'autre comme étant le primaire. Donc, voilà. This is selected as the primary because its uptime is larger than the peer member. Donc, OK. Au moins pour une fois ici, on a désigné celui-ci comme le FortiGate primaire parce que son temps de haute disponibilité est supérieur au temps de disponibilité des deux autres. OK? Donc, un peu plus bas ici, qu'est-ce qu'on va regarder? L'information que je voulais voir notamment, c'était ici, au niveau de comment est-ce qu'on désigne les deux secondaires. Donc, on va remarquer qu'on a un primaire que voici avec son index 0, un secondaire qui est là avec son index 1, et un secondary 2. Donc, il marque carrément secondaire et secondaire-2. Voilà le secondaire-2 avec son index 2. OK. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On va essayer donc, par exemple, voilà, ça tombe bien. Je vais essayer donc de saisir cette commande ici là pour initialiser le temps de haute disponibilité sur le FortiGate actuel. Donc, on a dit qu'on l'a sélectionné comme étant le primaire parce que son temps de haute disponibilité était supérieur à ceci. Et comme on a dit, le temps de haute disponibilité, ce n'est pas nécessairement, c'est pas le temps-ci. On a vu ça en invite de commande. Donc, je vais saisir encore la commande de tout à l'heure ici, là, qui était Diagnose System HA Dump by Group. Voilà. C'est cette commande ici. Voilà, qui nous permet donc de voir ici là les temps de haute disponibilité. Donc, vous avez remarqué, voilà son temps de haute disponibilité qui est justement 61 000. Je crois que le FortiGate primaire, c'est celui-ci là. C'est bien celui qui a parce que quand je vois là, le uptime, c'est 6108 ici. Et ici en bas, c'est 6171. Donc, je suppose que c'est celui-ci qui est le FortiGate primaire. Donc, on a le numéro de série ici qui finit par D1. Donc, je vais regarder rapidement. Voilà, c'est bien ça, D1. Donc, c'est lui qui est le FortiGate primaire. Et justement, comme je dis, son temps de haute disponibilité, son uptime est supérieur à celui-ci. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va essayer donc de réinitialiser ce uptime là. Donc, on va essayer de réinitialiser ce uptime. Remarquez donc que ici, j'ai expliqué tout à l'heure uptime slash reset counter. Le reset counter pour chacun des FortiGate est actuellement à 0. Ça veut dire que pour l'instant, le temps de haute disponibilité d'aucun de ces trois FortiGate n'a encore été réinitialisé. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va essayer donc de réinitialiser le temps de haute disponibilité du FortiGate B, qui est le FortiGate primaire.
Donc, pour le faire, comme j'ai dit, voici la commande dyno6ha reset uptime. Donc, je reviens là. Je vais donc saisir dyno6ha reset uptime. Voilà, reset uptime. Donc, comme je suis en train de taper cette commande sur le FortiGate B, ça va donc réinitialiser le temps de haute disponibilité du FortiGate B. Donc là, ça va réinitialiser le temps de haute disponibilité. Bien évidemment, un nouveau processus. Donc, quand vous avez vu les précédentes vidéos, vous comprenez que dès qu'on est déconnecté, ça suppose qu'un nouveau processus électoral a été effectué et qu'un nouveau FortiGate a été désigné donc comme primaire. Donc là, je vais me reconnecter. Donc là, je me reconnecte et vous allez remarquer que maintenant, c'est le FortiGate A qui est maintenant le primaire. Le FortiGate B, qu'on identifiait tout à l'heure avec son numéro de série qui finit par D1, il est maintenant passé en mode secondaire. Voilà. Et donc, si on revient sur notre invite de commande ici et que cette fois-ci, on tape encore get, non, on va d'abord vérifier Dynos 6 HA dump by group. Donc, ça, c'est la commande pour voir le temps de haute disponibilité. Donc, vous allez remarquer donc maintenant ici, c'est quoi? Le temps de haute disponibilité pour le FortiGate qui finit par D1, il est actuellement donc à 0 parce qu'il vient donc de rejoindre la haute disponibilité. Parce que quand on initialise votre temps de haute disponibilité, c'est un peu comme si vous venez d'entrer à nouveau dans le système de haute disponibilité. Et vous remarquez que son counter number maintenant ici est de 1. Ça veut dire que pour l'instant, ce FortiGate, s'il a son temps de haute disponibilité, a donc été réinitialisé au moins une fois. Voilà. Donc voilà donc un peu la différence. Donc vous remarquez que son uptime ici est bien à 0. Tandis que ici, le FortiGate B, son uptime, son temps de disponibilité ici, ça c'est le temps depuis lequel il était allumé. Donc on n'a pas redémarré l'équipement, c'est pour ça que son temps reste 4 heures ici. Tandis que ici, son temps de haute disponibilité, depuis combien de temps est-ce qu'il fait partie de la haute disponibilité? Il y a de cela juste il y a moins d'une minute. Donc, autre chose qu'on voulait regarder ici, c'était quoi? Voilà, get system HA status. Pour voir par exemple le motif, la raison pour laquelle on a élu ce FortiGate ici comme primaire. Voilà, le FortiGate ici a été désigné comme primaire, the primary because its uptime is larger. Donc, cette fois-ci là, c'est beaucoup plus basé sur le temps de haute disponibilité. Donc, dans cette tâche, on avait prévu de faire ajouter le nouvel équipement, configurer l'ajout de HA, checker les configurations dans la ligne de commande. Et puis le dernier, c'était de simuler différents types de basculements. Donc, pour les différents types de basculements, vu la longueur de la vidéo, on ne va pas trop entrer en détail là-dessus. Je pense que dans la tâche 2 déjà, on avait parlé dans la tâche 2 des différents scénarios. Donc, je pense que dans la tâche 2, on avait parlé donc déjà de quelques différents scénarios pour émettre le basculement, entre autres déconnecter les interfaces monitorées. Donc, si je reviens ici, donc on avait dit par exemple, si on veut des différents scénarios pour le basculement, ce serait par exemple on arrête carrément, on éteint par exemple un des équipements et puis on va voir comment le processus électoral s'effectue. On peut déconnecter par exemple les interfaces monitorées pour un équipement en particulier pour voir le processus électoral dans la ligne de commande. On peut par exemple, si je reviens ici, si on active la fonction override sur chacun des FortiGate, on peut par exemple venir jouer avec les priorités ici pour voir les changements de trucs, donc les changements de rôle. Donc ça, on a vu ça également dans la tâche, on a vu ça dans dans la tâche précédente qui était la tâche 5. Donc ça, c'est entre autres les différents basculements que vous pouvez effectuer. Donc ça, on ne va pas prolonger la vidéo en faisant des cas, en recommençant des cas. Donc, autre chose que je voulais juste préciser, c'était notamment quelle est l'importance d'avoir, par exemple, un cluster avec 3 FortiGates. Donc, par exemple, dans votre infrastructure, si vous avez déjà votre cluster avec deux FortiGates qui fonctionnent à haute disponibilité et qui partagent le trafic, et qu'à un moment donné, pour une raison ou une autre, le trafic augmente sur votre réseau et que vous avez besoin, par exemple, soit de nouveaux équipements plus puissants, ou bien la possibilité d'ajouter un troisième équipement. Donc, la réflexion à faire, c'est de savoir, est-ce qu'il vaut mieux changer les deux FortiGates qui sont actuellement en cours d'utilisation pour les remplacer par des FortiGate beaucoup plus puissants. Ou alors, il faut ajouter un nouveau FortiGate et ajout d'un nouveau FortiGate signifie ajouter deux nouveaux switches. Donc, il faut regarder quel est le budget que l'entreprise dispose pour mettre à jour l'infrastructure. Est-ce qu'on est mieux d'acheter deux nouveaux FortiGate plus puissants ou est-ce qu'on peut ajouter un troisième? Mais cela implique acheter aussi deux nouveaux switches. Parce que l'avantage, c'est que lorsque vous avez trois FortiGate, par exemple dans votre cluster, ça fait que malgré que le primaire puisse prendre beaucoup plus de sessions, il distribue quand même une bonne partie, près de la moitié du trafic, près de la moitié des sessions. Il les a distribuées par exemple aux deux autres FortiGate. Donc là, ça devient un peu intéressant si vous avez trois. Mais quand vous avez trois, comme on explique, si vous avez trois, ça suppose que vous avez plus d'équipements à gérer sur le réseau.
plus de connectivité, plus de câbles, plus de maintenance à faire au quotidien parce que ça fait 3 équipements nouveaux que vous ajoutez. Donc, si votre budget est assez conséquent pour vous permettre d'acheter 2 équipements, autant mieux aller avec l'achat de 2 équipements. Donc, et ça, il faut noter que vous avez la possibilité de gérer comme ça là plus facilement dans ce cas-ci lorsque vous avez mis les FortiGate en mode actif. D'accord? En mode actif. C'est pour ça que vous avez le partage qui peut bien se faire ici là et les autres participent. Quand c'est en mode actif passif, vous avez comme si le primaire il prend toute la charge et vous avez comme 2 équipements qui sont là en mode passif. Ça n'a pas, c'est pas intéressant dans ce cas-là. Donc, si vous comptez ajouter un 3e équipement, ça suppose que les 2 précédents équipements ne sont plus à mesure de supporter le trafic et donc vous avez envie d'ajouter un 3e pour venir épauler et pouvoir rendre le trafic plus digeste. Et dans ce cas, comme je dis, en mode actif, ça fait plus de sens. Comme ça, tout le monde participe donc à la gestion du trafic. Donc ça, c'était un. Donc ça, c'était les choses à comprendre. Pourquoi on ajoute un 3e équipement, le mode actif. Et donc, vous avez vu aussi le schéma, ça suppose qu'à partir de maintenant, si vous voulez ajouter par exemple un 4e, un 5e pare-feu, à chaque fois, vous allez juste ajouter le pare-feu et maintenant connecter ces ports 3 ici, port 4 ici, son port 1 sur le réseau interne ou bien Internet et le port 2 ici. Voilà comment vous allez faire maintenant si vous voulez ajouter de nouveaux équipements sur votre réseau. Donc ça, c'est la bonne partie, c'est qu'une fois que vous avez ajouté des suites supplémentaires, si ces suites-là peuvent supporter jusqu'à 15 ports, ça veut dire que vous pouvez ajouter par exemple même 15 FortiGate sur votre cluster. Donc voilà un peu. Donc les amis, je vous exhorte à regarder les 2 précédentes vidéos concernant la haute disponibilité. Les liens sont en description de celle-ci. Donc faites-moi savoir aussi en commentaire qu'est-ce que vous pensez. Si vous avez d'autres thématiques que vous aimeriez qu'on fasse des vidéos dessus, donc n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Sur ce, les gars, on se prend dans une 3e vidéo, bien dans la prochaine vidéo dans laquelle on parlera d'une autre thématique. Donc notez également que l'objectif de la chaîne et des vidéos qu'on monte, c'est surtout pour permettre aux utilisateurs ou bien des personnes, des administrateurs qui veulent devenir, des jeunes qui veulent devenir des administrateurs réseau ou sécurité informatique sur FortiGate, c'est de pouvoir maîtriser ou comprendre comment fonctionne le FortiGate avec tous les concepts. Donc, jusqu'à présent, on a fait pas mal de vidéos sur les différentes thématiques, que ce soit le VPN, que ce soit les profils de sécurité, que ce soit la mise en place du réseau. Donc, les amis, faites-moi savoir en commentaire ce que vous pensez. Si vous avez des thématiques pour lesquelles vous voulez qu'on fasse de nouvelles vidéos, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Donc, sur ce, portez-vous bien et on se prend dans une prochaine vidéo.